C'est en 2011 que le plan énergétique national avait été annoncé par les plus hautes autorités du pays lors des conseils de ministres délocalisés pour le compte de l'État de la province de l'Estuaire. La question d'adduction en eau potable et l'alimentation en électricité se pose toujours et depuis de nombreuses années, l'État gabonais ne cesse de ménager des efforts pour que les populations gabonaises se sentent bien aisées. Pour aborder cette question, nous avons un invité et c'est dans quelques instants que la première question lui sera posée dans cette émission Décryptage. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Décryptage. Nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Eau et de l'Énergie en la personne de Patrick Edzan Eyogo. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Amsao. Avec vous, on aborde ces questions et d'ailleurs, on parle de ce plan énergétique national, mais avant, restons sur l'électricité au Gabon. Monsieur le ministre, quel est le constat d'entrée de jeu qui se dégage aujourd'hui depuis que vous occupez cette fonction ministérielle? Disons que c'est des années de retard que nous avons pris. Je crois que tout Gabonais qui vit donc au Gabon peut faire le constat qu'il y a de nombreux délestages, des coupures, des baisses de tension, etc. etc. J'ai pris donc mes fonctions et la charge du ministère de l'Eau et de l'Énergie dans des conditions qui n'étaient pas forcément très faciles. Nous avons fait le tour du secteur. Je crois que le chef de l'État m'a laissé un peu la latitude et m'a demandé d'abord de faire le tour du secteur, de voir ce qui n'allait pas et comment on pouvait résoudre tous ces problèmes. Je crois qu'après avoir fait 2 mois de ministère, l'évidence était que, bien entendu, la SEG Veolia était un monopole donc, qui tenait les tenants et les aboutissants sur l'ensemble du secteur et que les investissements qui avaient été faits pendant 20 ans n'étaient pas là, au rendez-vous, face à la croissance de la population. Donc, fort de ce constat, nous avons, comme tout le monde le sait, dû agir à ce moment-là, il y a à peu près donc, 4 mois, où nous avons dû réquisitionner donc, la SEG pour pouvoir prendre les commandes du secteur. Voilà un peu, grosso modo, planter le décor. Alors, la question de l'extension du réseau électrique se pose avec acuité puisqu'il y a le cas Bel Air et certaines zones, par exemple, dans la province de l'Estuaire, pour parler de la capitale gabonaise, qui sont toujours confrontées à ces mêmes problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, disons que dans la convention de concession que nous avions avec nos amis Veolia, c'était effectivement, il y avait une part d'investissement et des développements également, d'élargissement, d'accroissement donc de l'adduction d'eau et également de tout ce qui était énergétique, vu, disons, la croissance de Libreville et toutes les villes du Gabon. Bien entendu, au bout de quelques années, on avait réaménagé cette convention pour faire des avenants, ce qu'on appelle des avenants, et l'État s'était un peu substitué à Veolia parce que Veolia déjà était à bout de souffle. Nous avons donc fait des hausses tarifaires que les Gabonais ont supportées pour pouvoir faire donc, des extensions de réseau. Malheureusement, on constate qu'effectivement, l'accroissement de la population va plus vite que le développement des réseaux. C'est pour ça que des fois, vous voyez même que des routes arrivent dans un quartier et que la SEG arrive après. Donc vous voyez, c'est un peu le problème que nous avons, c'est-à-dire la cohérence du développement en tant que tel. Il faudrait que tous les acteurs puissent se mettre autour de la table et avoir un vrai plan de développement pour que tout puisse aller en même temps. Donc vous faites des VRD dans un quartier, vous amenez l'eau, vous amenez l'énergie, vous amenez l'assainissement. Et là, à ce moment-là, on peut se développer de manière cohérente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous sommes en train de pallier et de voir comment on peut faire. Mais si on peut comprendre ce que vous expliquez, mais il y a quand même un fait à côté de cela, c'est que Bel Air, Ondogo par exemple, ces quartiers de la capitale gabonaise existent depuis un certain nombre d'années déjà, sauf que le problème reste entier finalement. Finalement, c'est la débrouille. Effectivement, les gens se sont débrouillés comme ils peuvent. Et c'est vrai qu'il y a des réseaux qui arrivent K1, KA dans ces quartiers, mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un plan d'urgence qui est là, il faut reconnaître. Et nous avons négocié notamment, nous avons la BAD qui va nous accompagner pour effectivement maintenant mettre à terre 150 km de réseau de conduite d'eau, pour ne parler que de l'eau, et pour faire ce qu'on appelle le Grand Libreville, donc Akanda, Ovendo, et refaire un peu toute cette canalisation parce que ça ne va pas. Justement, nous allons y arriver en deuxième partie de cette émission sur la question liée à l'eau, mais restons sur celle en matière de distribution de l'électricité. Quel est aujourd'hui l'état de lieu des barrages hydrauliques tels que celle de Chute de l'Impératrice? On parle également du barrage électrique FE2, le Grand Pobara par exemple,
Il y a eu une phase 1 et une phase 2. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, tout ce qui est projet barrage hydroélectrique, ça prend un certain temps. Parce qu'il y a des études importantes à faire pour savoir déjà ce qu'on compte avoir comme kilowatts, mais également les impacts environnementaux. Aujourd'hui, il y a quand même des ONG qui mettent la pression. On ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe où. Donc, quand nous engageons un projet sur un barrage, il faut compter entre le début et la fin, donc la mise en œuvre de ce barrage, il faut compter quand même entre 5 à 10 ans, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un certain nombre de projets qui sont dans le pipe, comme je dirais. Il y a Gouloumenjim, il y a Dibouangui, il y a Kinguélé-Aval. Donc, ce sont des barrages qui sont donc en partenariat consortium FGIS, Eranov notamment. Ce sont des partenaires français. Et également les chutes de l'Impératrice, comme vous avez dit, et FE2. Concernant ces deux parties, ces deux barrages, FE2 et les Impératrices ont été attribués à un Chinois, une société chinoise avec un prêt Exim Bank China. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec la situation économique du Gabon, nous ne pouvons pas nous permettre de pouvoir financer des barrages avec des prêts. C'est un peu difficile. Donc, concernant l'électricité, la rentabilité d'un projet hydroélectrique, disons, est réelle. Donc, les moyens de financement peuvent être différents aujourd'hui par ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. C'est pour ça que j'ai scindé, donc, effectivement, ce marché qui était unique en deux. Le projet FE2 et le projet des Impératrices. Dans un premier temps, le projet FE2 donc, on a changé le mode de financement, on a demandé un partenariat public-privé avec une société chinoise qui devrait commencer les travaux assez rapidement. Et de l'autre côté, nous sommes encore sous un prêt Exim Bank China pour les Impératrices. Malheureusement, effectivement, ce problème qui nous touche aujourd'hui fait que nous craignons que si en septembre on n'arrive pas forcément à déboucler ce problème avec Exim Bank China, nous devrions trouver un moyen de financement différent sur les chutes de l'Impératrice avec un partenariat public-privé. Ça, c'est concernant ces deux projets. D'accord. Mais là, vous évoquez des questions qui sont générales. Mais qu'en est-il? Que doit comprendre le Gabonais de Kinguélé, par exemple, ou celui d'Atan Abel lorsqu'il est confronté à des problèmes en matière d'alimentation en électricité? Il faut que les compatriotes comprennent que nous gérons un héritage. Et ça, je le martèle sur tous les plateaux de télé aujourd'hui. C'est un héritage de 20 ans de gestion d'un partenaire étranger à la personne de Veolia. Les investissements n'ont pas été au rendez-vous et la population a augmenté plus vite que les investissements de développement et structurants que ce partenaire devait faire. Et à la limite, je dirais même qu'il y a renoncé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en déficit énergétique. Et pour masquer tout cela, Veolia faisait appel à ce qu'on appelle les groupes agricoles, donc qui est une société qui nous loue des groupes électrogènes simplement, qui sont tous basés au Vendo. C'est 45 MW par jour qui sont consommés donc, avec du gaz, qui permet de pallier aux gros investissements. Dans le mix énergétique, c'est-à-dire la répartition de la manière de produire l'énergie dans notre pays, c'est l'hydroélectrique pour 45% et 55% pour le thermique, c'est-à-dire le gaz. Ça doit changer. On veut passer en énergie renouvelable 80% et 20% de thermique. Et c'est vers là que nous allons, les énergies renouvelables. Donc il faut que les Gabonais sachent qu'aujourd'hui on hérite d'une situation que l'État lui-même a laissé peut-être perdurer. Il faut dire les choses comme elles sont. Je crois que je l'ai déjà dit. Quand on avait le ministère du pétrole, de l'énergie, de l'eau, c'est vrai qu'on regarde plus le pétrole que l'énergie et l'eau, puisque Veolia est là, donc ça doit marcher, etc., etc. Mais quand on a séparé les ministères, on s'est vu qu'il y avait un problème sérieux. Et aujourd'hui, ce problème, il s'accroît de jour en jour. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures radicales, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le plan national énergétique n'aurait-il pas permis de résoudre toutes ces questions, puisque c'est quand même en 2011 que ce plan national énergétique avait été annoncé, aujourd'hui, 7 ans après? Le problème du secteur de l'eau et de l'énergie, c'est que c'est budgétivore. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, je crois que j'étais dans l'opposition radicale, c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait des belles années qui se sont passées. Mais effectivement, on n'a pas vu forcément ce plan se mettre en œuvre. Et c'est dommage, parce que dès que le choc pétrolier est arrivé, à ce moment-là, on se rend compte que, mince, on a loupé le coche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on a revu notre copie. Et il faut avoir aussi, des fois, la force de dire que on est peut-être allé un peu trop vite ou on n'a pas bien forcément fait les choses comme on aurait dû les faire. Aurait-il permis de redresser la situation? Le plan est bon. Ouais. Le plan est bon.
Le seul problème, c'est qu'après, c'est sa mise en œuvre qui n'a pas forcément suivi, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé aujourd'hui. Je prends ne serait-ce que le consortium CODER. CODER, c'était FEDE, les impératrices. Ouais. Ça a été inauguré par le chef de l'État et on en est où aujourd'hui? Rien n'a démarré. Donc vous voyez bien que la volonté était là, mais les acteurs qui ont suivi n'ont pas fait le job. Donc nous nous retrouvons dans des situations aujourd'hui où nous sommes en urgence. Et pensez-vous que, par exemple, pour ce plan d'urgence, il serait peut-être, pourquoi pas judicieux, de revenir sur des éléments contenus dans ce plan national énergétique, peut-être? Nous ne sommes pas sortis de ce plan-là. D'accord. C'est qu'effectivement, on revient sur ce plan-là et on le fait avancer. C'est surtout ça. D'accord. Alors, Monsieur le Ministre, il y a que le transport de l'électricité reste également une autre question. Finalement, quelles sont les avancées depuis ces dernières années jusqu'à ce jour? On sait qu'en 2011, d'ailleurs, il y a eu des dispositions annoncées par le gouvernement. Le chef de l'État avait tapé du poing sur la table. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, vous savez, financer le transport du courant pour les compatriotes, c'est-à-dire les lignes électriques qui permettent d'interconnecter tout un pays. Comme disait Barack Obama, l'électricité précède le développement, l'énergie précède le développement. Et c'est vrai que faire des lignes pour interconnecter toutes les régions demande énormément d'argent. Alors, est-ce que l'État a les moyens de financer ça? Je dirais non. Quelles sont les estimations en matière de coûts? Non, je vous prends juste une ligne, ne serait-ce que Libreville-Port-Gentil, vous en avez pour à peu près entre 150 et 200 milliards de francs CFA. Donc imaginez. Ce qui est important et intéressant pour nous, c'est de faire ce qu'on appelle la dorsale. C'est une ligne qui partirait de Libreville jusqu'à Franceville. Pourquoi Libreville? En suivant le chemin de fer. Pourquoi cette ligne est primordiale pour nous? Tout simplement parce qu'elle traverse le Gabon de part en part. Ce qui veut dire que demain, si quelqu'un veut faire une grande centrale photovoltaïque, par exemple vers Mouila, vous comprenez qu'elle fait sa grande centrale photovoltaïque vers Mouila et puis elle se connecte directement sur cette dorsale. Ça permet d'apporter également tous les projets miniers de Logoivindo, tous les projets miniers de Langounier. Tout le monde a besoin d'énergie. Donc aujourd'hui, moi je peux le dire, aujourd'hui, nous avons signé un MOU avec une société chinoise pour faire ce qu'on appelle le maillage, le grid sur l'ensemble du pays. Et je crois que c'est quelque chose, si jamais nous arrivons à faire cela, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et disons, pour le développement du pays, je crois que ce sera vraiment une avancée extraordinaire. Quels pourraient être les résultats à court, moyen et long terme? Bon, disons qu'il faut compter à peu près nous avons signé il n'y a pas longtemps, disons dans 2-3 ans, je crois que normalement on pourrait déjà relier plusieurs régions. Donc ça permet qu'avec les projets, disons tout ce qui est déjà en cours, tout ce qui est hydroélectrique, on peut venir se greffer sur ça et ça donne, disons, une baisse de la consommation, une baisse du prix du kilowattheure pour les consommateurs et puis bien un appel pour tout ce qui est industriel au cœur du pays. Alors finalement, Patrick Yogoedzan, dans certaines provinces du Gabon et d'ailleurs même dans certaines localités, la question de délestage reste d'actualité puisque aujourd'hui, après le départ de Veolia, la SEG installée dans ces localités-là ne parvient parfois pas à assumer cette responsabilité. Qu'est-ce que compte faire l'État? Mais justement, c'est le maillage, c'est des centrales hydroélectriques dans les provinces avec le raccordement des villes. Parce que par exemple, si je prends FEDE, c'est la centrale hydroélectrique de Minzik. Oui. Dès que FEDE va exister, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, c'est toutes les centrales thermiques à gasoil qui sont dans les villes environnantes de Minzik jusqu'à Minvoul. Donc on va tirer des lignes qui permettent effectivement de pouvoir arrêter ces centrales. Et ça fait quoi? Le problème, c'est qu'en saison des pluies, quand vous avez des bourbiers qu'il faut amener du gasoil dans des coins reculés où il n'y a pas la route, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de délestage. Voilà. Et donc c'est effectivement ce genre de gros investissements structurants qui vont arrêter les délestages dans nos villes. Mais parlons de ces investissements. Il n'y a qu'aujourd'hui, certaines structures existent. Patrick Yogoedzan, à l'exemple de CETEG, il y a une collaboration entre CETEG et la SCG. Qu'en est-il? Non, bon, CETEG, c'est le bras armé pour faire des travaux, mais on ne peut pas, CETEG n'a pas la capacité financière et suffisamment l'expertise pour faire toute une ligne qui quitterait, enfin l'expertise sûrement est long, mais disons c'est que vous imaginez le nombre de poteaux qu'il faut, les fils qu'il faut, et pour préfinancer ne serait-ce qu'à 20% les travaux pour faire des grandes lignes, CETEG n'a pas la capacité. Donc il faut dire la vérité, c'est que nous avons besoin de partenaires étrangers pour ça. Et il y en a déjà vers qui le gouvernement serait allé? Non, effectivement, je vous disais que pour faire le grid, nous avons signé avec un gros partenaire chinois, le numéro 1 dans l'électrification en Chine.
Donc, ils sont prêts à nous suivre, à nous aider. Et je crois qu'après, ça permettra effectivement de développer énergétiquement tout notre pays. Moi, je suis très optimiste. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Et quand j'entreprends quelque chose, je veux aller jusqu'au bout. Je le fais avec conviction, avec ferveur. Et j'y crois. Donc, pour l'instant, je suis sur cette dynamique. Et je crois que je travaille à l'intelligence avec de nombreux partenaires, avec les membres du gouvernement, avec le coordinateur du projet Gabon émergent. Donc tout se passe bien avec le Fonds gabonais d'investissement. Je crois que ce sont des patriotes et des compatriotes qui veulent vraiment qu'on puisse se développer. Alors, je rappelle que nous recevons Patrick Keyogo Edzong, qui est ministre de l'Eau et de l'Énergie au sein du gouvernement Emmanuel Issoze Ngonde. Monsieur le ministre, la relation entre le Conseil national de l'eau et de l'électricité et puis l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique aujourd'hui, ce sont deux agences. L'impression qui se dégage, ce serait que ces deux agences auraient certainement les mêmes prérogatives. Qu'en est-il? Non, le Conseil national de l'eau et de l'électricité, c'est, comme le nom l'indique, un conseil. Oui. Donc, normalement, il doit pouvoir nous éclairer, on va dire, dans la gestion de l'éclairage public et tout ce qui est bornes fontaines, etc., etc. Bon, c'est vrai que sa mission a été un peu déviés, puisqu'aujourd'hui ils font des travaux, des choses comme ça. Et effectivement, c'est devenu, je dis souvent, à faire plus de salaire que d'action. Personnellement, je suis en train de réfléchir sur l'orientation exacte qu'il faut donner au Conseil national de l'eau et de l'énergie. Ça, c'est pour ce secteur. Pour l'ARCE, nous avons maintenant des nouvelles lois qui permettent la production d'électricité au privé. Donc, il n'y a plus de monopole. Et ce qui veut dire que quand il n'y a plus de monopole, il faut forcément qu'il y ait une agence qui régule tout ça. Et c'est l'ARCE, c'est le but de l'ARCE. C'est d'ailleurs, je leur rends souvent hommage pour le travail qu'ils ont fait quand Veolia était aux affaires, puisqu'ils étaient tout le temps dans les contrôles de la qualité de l'eau, dans le contrôle du service, etc. Malheureusement, ils étaient rémunérés via la SEG. Donc, vous comprenez que c'était un peu difficile pour eux. Mais toutes leurs recommandations, malheureusement, n'ont pas été suivies d'effet. Je crois que le statut aussi de l'ARCE doit être revu, notamment son financement, pour qu'il soit vraiment indépendant et puisse donner et avoir, le pouvoir de coercition de cette agence pour pouvoir bien réguler le secteur. Alors, aujourd'hui, il y a qu'en parlant d'électricité, de nombreux compatriotes restent également confrontés à une autre difficulté, celle liée au monnayage, par exemple. Il faut donner des sous, peut-être des pratiques initiées par certains agents véreux, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que compte faire le gouvernement aujourd'hui pour résoudre cette question, puisque le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'a cessé de dire que l'eau et l'électricité sont une priorité pour les populations gabonaises? Ah, vous savez, la corruption, elle est générale. Hein. Je crois que ce matin, je lisais l'Union, j'ai vu malheureusement deux compatriotes qui ont été encore attrapés dans l'affaire de Mamba. Donc, dans le secteur privé, ça n'échappe pas, je le sais bien, nous le savons tous. Maintenant, il faut que les compatriotes aussi soient vigilants. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut savoir dénoncer les choses. La SEG, aujourd'hui, moi, on m'a dit l'autre jour que les supports en béton où on met le compteur d'eau, il paraît que ça peut être personnalisé et qu'on peut louer, on doit louer l'emplacement, mais c'est faux. C'est faux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas aussi toujours se morfondre. Et les consommateurs ont des droits. Et quand vous exprimez vos droits, vous pouvez même écrire au ministre, il y a l'ARCE qui est là pour ça. Et nous répercutons tout ce qu'il faut à la SEG au plus haut niveau pour qu'on puisse corriger. Jadis, quand vous aviez une facture d'eau exorbitante, vous ne la payez pas, on vous coupe l'électricité. On a demandé de cesser ces pratiques-là et normalement, ça a cessé. Si ça continue, il faut que le client puisse se plaindre. Et moi, je crois que c'est d'abord la base de ça, c'est qu'il faut que les gens se plaignent et ils ont des droits, le consommateur a des droits. La SEG n'a pas aussi le monopole d'imposer, comme on dit, des vues de l'esprit. Voilà. Et donc, permettez-moi de revenir sur ce que vous venez d'expliquer. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, même avec vos factures, la SEG n'a pas le droit de couper ou d'interrompre l'alimentation en électricité à cause de ces factures? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Quelle est la procédure en fait? Ben non, mais c'est effectivement, si jamais vous avez une facture impayée d'eau et que la SEG va vous couper l'eau, bon, ben, elle vous coupe l'eau, mais elle ne vous coupe pas l'électricité, c'est tout.
C'est deux choses bien séparées. Donc aujourd'hui, nous tenons à ce que ce soit respecté et je crois que c'est respecté. D'accord. Alors Patrick... pour mieux servir les clients aussi, je voudrais quand même dire, c'est que la SEG, je crois, envisage d'ouvrir une agence à l'ancien Pélisson d'Okala, de manière à ce que effectivement les clients soient mieux servis pour éviter ce genre de problème. Patrick Eyogo-Edzan, qu'est-ce que l'on pourrait retenir dans cette première partie de l'émission Décryptage en ce qui concerne l'alimentation en électricité pour les populations gabonaises dans leur ensemble aujourd'hui, le court, le moyen et le long terme? Qu'est-ce que compte finalement apporter de façon globale l'État pour qu'il y ait des solutions? Alors, au niveau de l'électricité, bon, je parle de l'électricité, je ne parle pas de l'eau. L'électricité, disons que nous sommes quand même un peu moins inquiets, malgré les baisses de tension qu'il y a. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'il faut renforcer tout ce qui est transformateur. Les guirlandes que vous voyez, les poteaux où il y a 36 000 compteurs qui partent, etc., ce n'est pas normal. Donc, nous sommes aujourd'hui, avec les économies que nous faisons avec le départ de Veolia, parce que nous faisons quand même certaines des économies, nous voulons investir dans le développement du réseau déjà et améliorer effectivement la desserte en électricité pour les Gabonais. Il faut également que l'on augmente notre capacité de production d'énergie pour que tout le monde puisse être satisfait. Donc nous avons en cours une centrale à gaz en coque et à Ovendo qui doivent se faire, 60 MW, 160 MW, ça fait 120 MW supplémentaires. Et également la restauration de la centrale thermique d'Ovendo, avec un partenariat public-privé que nous sommes en train de signer pour augmenter les capacités. Ça, c'est au niveau de Libreville. Voilà. Bon, Port-Gentil, dans toutes les villes du Gabon, nous faisons effectivement les constats qui se doivent et prenons des mesures. À Makokou, par exemple, il y avait des délestages tout le temps. Nous avons mis un nouveau groupe Caterpillar il n'y a pas longtemps. On n'a pas justement suffisamment communiqué sur ça, mais je crois qu'aujourd'hui, les populations de Makokou sont satisfaites. Et à Gamba, par exemple, les populations n'hésitent pas à diriger des barricades depuis un certain temps. À Gamba, justement, j'allais rebondir sur Gamba. Effectivement, j'ai rencontré le directeur général d'Assala il y a moins de 4-5 jours. Effectivement, l'ASG aussi va donc acheter un groupe qui va permettre disons, de réduire les tensions au niveau de Gamba, qui souffre effectivement du délestage. Merci à vous, Monsieur Patrick Eyogo-Edzan. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Nous nous retrouverons dans quelques secondes seulement pour la suite de cette émission Décryptage.